là-bas, ouais. Bonsoir à tous et bienvenue sur OLTV dans Culture Club. On est ravis de vous accueillir. Comme tous les jours, les entraîneurs français sont à l'honneur aujourd'hui. C'est Olivier Telakides qui est avec moi ce soir pour en parler. Et notre invité, il est également ancien joueur lyonnais, c'est Claude Robin qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Au sommaire, entraînement J-2 avant la Coupe de France pour l'Olympique lyonnais qui tente d'oublier le match nul dans le derby dimanche sous les yeux de la délégation. Une EKTF toujours à Lyon pour débriefer notamment avec le staff pro à l'issue de la séance. Et les traditionnelles conférences de presse à J-2 pour Bruno Genesio et pour Marcelo. Ça va Olivier ? Très bien, fraîchement on va dire. Oh, on est bien, hein, il fait presque même trop chaud à la rigueur dans le plateau, si on peut se plaindre un peu. Bonsoir Claude. Bonsoir à vous. Tout va bien ? Tout va bien. Bon, Claude, on va expliquer pourquoi vous êtes là. Vous êtes, comme Raymond l'était hier, et demain on aura Pierre Repellini, vous faites partie des entraîneurs UNECATF qui sont à Lyon pour 4 jours. Vous avez plein de choses au programme. Très bien, Ouais. on ne s'ennuie pas. Oh ben non, j'imagine, vous avez un programme plutôt chargé, je l'ai reçu par mail, j'ai pu jeter un petit œil. On va en parler avec vous, parce que notre caméra, bien sûr, vous a suivi. Pour l'instant, place au photoportrait pour vous présenter Claude Robin. Il est né en décembre 1960 à Saint-Julien, en Genevois. Il a fait ses armes au Servette de Genève en 1977, avant d'arriver à Besançon, puis le LOSC et l'OL. 43 matchs disputés sur une saison, 86-87, c'est conséquent, 43 matchs, Claude. Oui, moi j'ai pour habitude d'être un joueur polyvalent, donc j'ai pas mal joué, effectivement. Et j'avais signé 3 ans à l'OL, mais Ouais. bon, j'y suis resté qu'un an. Eh oui, 86-87. À ma décision. J'ai d'ailleurs eu le président là, qui prenait le relais. Oui, vous êtes croisés. Oui, on s'est eu au téléphone Ouais. un petit coup quand même, parce qu'il souhaitait que je reste, mais bon, Vous voulez savoir pourquoi vous j'avais partez ? décidé. Alors pourquoi je suis parti Parce que j'avais ce projet à Grenoble. Ouais. Et, voilà, j'ai pris ce projet-là. Pourquoi ? Je sais pas. Il y a plusieurs choix. Vous l'avez dit, du coup, la région toujours avec Grenoble, puis Guignon et l'USFC Vesoul comme entraîneur-joueur. Là, c'est votre licence à l'OL. On a farfouillé dans nos archives pour la retrouver. Elle est collector. Hein. Je peux vous la revendre si vous voulez. On s'arrangera après On va voir l'émission. après. Si vous en avez On va besoin. discuter ensemble. Puis une carrière d'entraîneur avec la réserve de Saint-Étienne et puis une grande partie bien sûr à l'Estac 3 où vous avez été nommé directeur du centre de formation en 2007, le Red Star comme équipe entraînée l'année passée. Oui. Oui. En fait, j'ai fait un petit intérim de 6 mois. Je suis arrivé parce qu'il n'y avait pas d'entraîneur diplômé. Ouais. Donc je suis venu 6 mois au Red Star. Voilà. Comment vous allez ? Dans quel état d'esprit êtes-vous du coup ? Là, vous êtes à la recherche d'un club ? Oui, effectivement, très bien, je vais très bien. Vous savez, bon, c'est pas une période facile quand on cherche un club, mais bon, je pense qu'avec l'équipe que l'on a actuellement là sur DMVE, ça se passe bien. Et puis bon, ça permet de rester dans le coup, Ouais. parce que il faut bien malgré tout rester dans le coup pour ce genre de métier, mais tout va bien. Vous avez assisté ce matin à l'entraînement de l'OL, tout comme Kevin Chifflet et Guillaume Bailly, Olivier, qui nous ont filmé ça. Qu'est-ce que ça donnait à 2 jours du match de Coupe de France ? Eh bien, on va découvrir ces images. Il faisait évidemment très froid. Ce matin, heureusement, il y avait quand même quelques petites éclaircies pour réchauffer les joueurs de l'OL. On le sait, il y a des absences avec les blessures ce week-end de Nabil Fekir et de Raphaël. Voilà, on prépare ce quart de finale de Coupe de France sur le terrain de Caen, tranquillement, du côté du Groupama OL Training Center. Un entraînement qui s'est déroulé sous vos yeux. Claude, ça fait du bien d'être ici, de voir une séance d'entraînement, de voir comment ça se passe un petit peu à l'OL ? Oui, ça fait du bien. Bon, après, ça fait surtout un petit changement quand on a connu le club en 86-87 par rapport à ce qu'il est devenu et ce qu'il est actuellement. Oui, écoutez, on s'aperçoit que ma foi, les installations sont à la hauteur du club maintenant, voilà. Les infrastructures, le stade, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas avant, qui ont mis du temps à voir le jour. Oui, parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était en construction, on disait, mais c'était plutôt en stand-by, quoi, je veux dire. Et puis c'est vrai que le club a pris son envol, et puis maintenant, on s'aperçoit qu'il est passé dans une autre dimension. Qu'est-ce qu'on apprend en assistant à une séance d'entraînement ? Qu'est-ce qu'on apprend ou qu'est-ce qu'on regarde ? On sait qu'il y a plusieurs manières de diriger une séance. Comment vous fonctionnez ? Est-ce que vous aimez apprendre des autres ? Est-ce que ce matin vous vous êtes dit, en fonction de ce qui se passait, j'aurais fait comme ci, comme ça ?
Non, je crois que déjà, ce qui fait plaisir, c'est d'assister à une séance. Et puis après, vous savez, on se nourrit des autres quand on est entraîneur. Et puis même quand on fait un autre métier. Il n'y a pas que le métier d'entraîneur, mais plus particulièrement quand on a la chance de pouvoir venir côtoyer les entraîneurs à Lyon, bien évidemment, on prend tout ce qu'on peut prendre. À la fin de l'entraînement, Olivier, les entraîneurs ont rencontré Bruno Genesio notamment. Ouais, voilà, on va voir ces petites images justement de la délégation UNICATEF qui était à l'entraînement ce matin, qui ont pu y assister de manière privilégiée. Et effectivement, il y a eu des échanges sympas à la fin de l'entraînement avec Bruno Genesio, avec Bernard Lacombe. Ça fait plaisir de revoir des personnes que vous avez côtoyées. Oui, Bernard Lacombe, c'est quelqu'un que je connais bien. On a joué l'un contre l'autre encore. J'avais encore ce privilège. Et puis Bruno, je crois qu'il a débuté en 87. Je crois qu'il a fait un match. On a joué les barrages quand même pour la montée. Et il avait joué, je crois, parce que Laurent Fournier avait été blessé. Donc il faisait ses débuts. Donc voilà, c'est sympa. En même temps, ça rafraîchit un peu. On veut bien le croire. Il y a eu un débriefing, ça c'était cet après-midi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'était dans une salle, vous avez rencontré le staff de l'OL, on a parlé notamment de la séance de ce matin? Non, pas trop. On a surtout, il y a eu beaucoup de questions par rapport à mes collègues aussi qui ont posé des questions sur le fonctionnement du staff, le fonctionnement de Bruno, et puis plein d'autres questions sur le centre de formation, etc., cette relation centre-pro. Donc c'était assez intéressant, même plutôt très bien. On trouve tous les profils. Actuellement, vous êtes 18, je crois, entraîneurs. Oui. Voilà, il y en a qui ont entraîné des féminines, il y en a qui ont entraîné des pros, il y a d'anciens joueurs, il y a des gens plus âgés, plus jeunes. On trouve de Oui, c'est exactement très hétérogène, avec effectivement des entraîneurs qui ont de tous les niveaux. Et puis surtout, on a aussi un entraîneur qui est acteur. Qui fait un show sur le football d'ailleurs, Sylvain Florentino, sympa. Donc voilà, oui, c'est un bon groupe qui vit bien et puis qui est avide d'apprendre et donc qui ont beaucoup appris ce matin avec le staff. Et cet après-midi dans les discussions. Ouais, le staff qui se prête volontiers au jeu des... Oui, alors ça c'est d'ailleurs à noter parce que quand on nous a dit voilà, on va rencontrer Bruno Genesio, alors pour moi ça va, mais je veux dire, pour les entraîneurs qui étaient avec moi, c'était peut-être une première. Oui. Et il est venu avec tout son staff, et ça, c'est pas courant quand même. Oui. Donc ça montre aussi la grosse solidarité de la direction de cette équipe, et ça, c'est plutôt rassurant et plutôt très bien. On se comprend, entre guillemets, entre entraîneurs, entre membres du staff. On fait bloc face à tout ce qu'il peut y avoir quand les périodes sont plus ou moins bonnes, les critiques notamment. On se met plus facilement à la place. Oui, bien évidemment, et surtout quand on est passé aussi à sa place. Donc on prend tout ça. Moi, j'ai eu la chance aussi d'entraîner à ce niveau-là, puisque je crois que j'étais entraîneur pour le premier match ici mais oui, de Lyon. Donc voilà, je peux comprendre les problèmes qu'a Bruno, même si lui, c'est encore multiplié par 10, parce qu'il a beaucoup d'exigences de résultats. On en a justement, Olivier, des images du match d'inauguration, c'était contre 3 pour l'Olympique Lyonnais. Bon, victoire pour Lyon. Oui. Franchement, on préférait. je comprends. En voulez pas. Je vous comprends. Il y avait plus de pression, Claude, en arrivant comme ça, en inaugurant un stade, tous les yeux braqués sur vous. Vous aviez encore plus pression peut-être plus sur l'OL quand même. Ouais, je pense que la pression elle était autant sur l'OL que sur moi, sur nous, parce que nous, de toute façon, quand j'ai pris l'équipe, on était condamnés déjà. Vous succédiez à Jean-Marc Furlan. Voilà, c'est ça. Donc l'équipe était condamnée à. Donc nous, on avait plutôt tout à y gagner. D'ailleurs, c'était bien passé au début. Un peu moins par la suite. Oui, on s'est fait une petite frayeur, Olivier, mais on s'est imposé. On se souvient de ce match avec une victoire lyonnaise, effectivement. C'est Alexandre Lacazette qui avait inscrit le premier but de l'histoire de ce stade. L'OL menait 1-0. Et puis, vous aviez réussi à égaliser dans cette partie. Très beau but, je crois. Avec une superbe frappe, effectivement. Ça reste un grand moment, malgré la défaite, de participer à ce moment historique pour l'histoire d'un club que vous avez connu en tant que joueur. Oui, bien évidemment. Bon, après, vous savez, quand on est à ce niveau-là, on est des compétiteurs et après, on oublie tout. Mais bon, on va dire que maintenant, je garde un bon souvenir. Avec le recul. Voilà. Après, quand on est en place, vous savez, nous, notre adrénaline, c'est de gagner.
Entraîneur, petit match sur le banc des entraîneurs aussi, face à Bruno Genesio. Ça, c'est rigolo. On en profite pour se parler avant, après. Oui, comment ça fonctionne Bruno, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai vu débuter. Ouais. Et puis on s'est retrouvés pour passer notre diplôme ensemble d'ailleurs. Oui. Ouais, c'est sympa. Voilà, bon après, c'est bien que ce soit Bruno. Plus qu'un autre. Voilà. Bon, oui, pourquoi pas. Puis je suis plus encore content de le retrouver maintenant Ouais, à la tête de ce club. Qu'est-ce qu'il nous dit, Bruno? Il était avec Gérald Batic, il a fait un petit point, Olivier, à l'issue du débrief Oui, du ils nous CATEF. ont expliqué un petit peu leur ressenti justement, cet échange avec les entraîneurs qui étaient présents. On les écoute au micro de Cyril Collot et Guillaume Bailly. C'est un plaisir et je pense que c'est important parce que j'essaye de me mettre un peu à leur place et c'est un petit peu toujours notre hantise parce qu'on a un métier où tout peut s'arrêter du jour au lendemain très vite et je pense que comme on est des passionnés, ça doit être très très difficile à vivre, donc c'était important d'échanger avec eux, de partager un petit moment avec eux. Avant de venir à Lyon, j'ai eu une année difficile où j'étais à la recherche d'un emploi et j'avais fait ce stage où c'est un plaisir de se retrouver dans un groupe, de parler de foot, de prendre des formations, d'apprendre dans des domaines, différents domaines, en anglais, je crois qu'hier ils étaient en anglais, faire de l'informatique, de la vidéo, puisque maintenant c'est un outil très important. Moi je l'utilise beaucoup à l'OL et j'ai appris justement dans cette formation à manier, à manipuler l'outil vidéo. Et ben voilà, ça sert, lorsqu'on a comme ça des creux dans la carrière, ça sert à se former et puis aller chercher des principes qu'on découvre dans les autres clubs. Il a raison, Gérald. Claude, le métier d'entraîneur a évolué en 2018. On doit être apte à faire plus de choses qu'auparavant. Bah oui, maintenant, c'est vrai que, disons qu'il nous donne une formation assez complète au BEPF. Et puis même si on a des gens avec nous dans le staff pour le faire, parce qu'on ne peut pas tout faire, c'est bien qu'on sache ce que c'est avant comme ça nous aide aussi à pouvoir juger tout ça. La barrière... Ce discours-là de Gérald Batic, il va être super encourageant pour tous les entraîneurs qui étaient présents de savoir que voilà, qu'il est passé par ces étapes-là et que cette formation justement lui a permis de bien rebondir. Oui, tout à fait. Ça montre aussi que c'est possible de rebondir, puisque quand on est passé par là puis qu'on se retrouve dans un staff d'une équipe qui joue les premiers rôles de notre championnat, c'est encourageant pour tous les éducateurs que nous sommes. Et puis ça montre aussi leur humilité à ces coachs d'être venus nous voir. Il faut rester humble, c'est l'un des critères clés aussi pour être un bon entraîneur. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de penser. Oui, je pense que si on n'a pas cette qualité-là, je pense qu'on tombe de haut et de très haut très vite. Si on n'est pas humble, c'est dur aussi de faire en sorte que ces joueurs le soient. Exactement. Allez, les conférences de presse avant de parler de Caen. On a beaucoup parlé de la phase du moment, du derby. Dans quel état d'esprit se trouve Lyon, Claude, 2 jours après le derby? Match nul, certes, pas de défaite, mais voilà, peut-être le match nul de trop. Lyon n'arrive pas à garder son score. Et Lyon va mal en championnat. Paradoxalement, Lyon est encore en lice en Coupe de France et en Coupe d'Europe. Oui, je pense que cette équipe, elle a prouvé aussi qu'elle pouvait rebondir. À chaque fois qu'ils ont eu un petit moment difficile, ils sont toujours revenus. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Et on l'a encore vu ce matin, il y a de la joie de s'entraîner, il y a un allant, ça se ressent. Et puis, au travers de l'équipe éducative, on sent des choses. Ce qui est peut-être le plus compliqué quand on est coach, c'est d'assumer des choix, de devoir les assumer face à tout un stade qui est déçu, face aux journalistes, face aux réactions sur les réseaux sociaux. C'est compliqué, ça ? Oui, c'est la difficulté du métier. Je crois que c'est un métier difficile, que même les entraîneurs en apprentissage ont du mal à comprendre, je pense. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est toute la face cachée du métier et toutes les choses qu'on ne soupçonne pas. On voit que les bons côtés du métier, il y a aussi beaucoup de côtés obscurs et des côtés difficiles, notamment cette pression, cette adrénaline, encore une fois, qui est autour d'un match. Et ça, c'est vrai qu'on s'aperçoit que le staff de Lyon montre une certaine sérénité par rapport à ça. On voit que c'est des gens qui ont l'habitude de cela. Et ça, peut-être que ça déteint sur les joueurs aussi. Il y a une période pas simple, Olivier, pour Bruno Genesio, beaucoup critiqué après ses choix lors du derby. Beaucoup sont revenus sur cette défense à 5. Fallait-il mettre Mouktar Diakaby à la place de
Nabil quand Nabil sort. De toute façon, il n'y a que la vérité du score dans le foot qui l'emporte. Oui, voilà, c'est un petit peu ce qu'a expliqué l'entraîneur de l'OL en conférence de presse. Voilà, des fois, un match se joue à un petit détail, à 1 minute près, et que finalement, le choix peut être aussi bon. Le discours peut être différent en fonction de ce petit élément déclencheur. On va écouter l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio. Non, absolument pas. Parce que c'est vrai qu'on peut, après les matchs, tout dire, tout faire, tout refaire, tout redire. À 1 minute près, je pense que les commentaires auraient pu être différents. En tous les cas, la situation aurait été différente. Donc, non, j'ai pas de regret. Parce que si je l'ai fait parce que je sentais que mon équipe était en difficulté et qu'on avait besoin d'être plus solide défensivement. Je redis que les 2 changements de Rafa au bout de 30 minutes et de Lucas Touzard à la mi-temps nous ont aussi pénalisés, mais c'est comme ça, ce sont des faits de jeu, on peut pas revenir en arrière et bien sûr qu'on avait prévu des choses avant le match, des changements, puisqu'on avait j'avais décidé de reconduire le 11 de Villarreal, mais dans ma tête il y avait bien sûr des changements que j'avais envisagé de faire en cours de match, que j'ai pas pu faire, parce que les faits de match ne me l'ont pas permis. Est-ce qu'on vous prépare, Claude, en vous préparant au métier d'entraîneur sur plein de facettes différentes, est-ce qu'on vous prépare à toute la violence que des décisions peuvent entraîner, notamment en 2018, où on peut tout dire sur Internet sans forcément être inquiété? C'est peut-être plus facile qu'à une autre époque. Ah oui, ça c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est maintenant un facteur incontournable, on ne peut pas y échapper. Donc c'est vrai qu'il faut être costaud pour faire ce métier, il faut être blindé, je crois. Et c'est vrai qu'il y a tellement de Yaka ou Yaveka, ça c'est une tribu, ça il y en a partout. Hein. Et après le match. Les tribus indiennes, les Yaka, j'en connais plein, ou les Yaveka. Ça c'est des tribus, encore une fois, il y en a 60 000, combien, ou 50 000, il y en avait l'autre soir. 58. Donc, c'est sûr que, comme le dit Bruno, à 1 minute près, eh bien c'était l'inverse, il avait bien fait, il a eu raison de blinder sa défense à 1 minute près. Alors donc voilà, je crois que ce métier-là, voilà, c'est un métier difficile, où on est lié au résultat, et qu'on est jugé au résultat aussi. Parce que c'est ça, à 1 minute près, vous vous rendez compte, c'était autre chose. Donc voilà, je crois qu'il faut aussi apprendre à relativiser. Vous qui avez connu les deux côtés, c'est quand même plus facile d'être joueur que d'entraîneur, non, dans ces moments-là, parce que joueur, il y en a 11 sur le terrain, entraîneur, il y en a qu'un seul, et il est plus exposé. Oui, je crois que quand on est entraîneur, ce sont les autres. Quand on est joueur, c'est soi-même. Un joueur, maintenant, c'est un joueur égoïste. On sait que la vie, maintenant, est comme cela. Donc, elle s'adapte à la société. Entraîneur, vous ne pouvez pas penser à vous. Vous êtes obligé de penser à l'équipe. Et quand on pense à l'équipe, bien évidemment, on a une autre réflexion, quoi. Beaucoup d'interrogations aussi autour de Pape Cheikh Diop, qui n'a pas encore joué en Ligue 1 cette saison, qui est arrivé l'été dernier. Bruno Genesio a expliqué tout simplement pourquoi, pour l'instant, Diop ne joue pas. Moi, je fais mes choix par rapport à ce que je vois aux entraînements. Je suis tous les jours avec mes joueurs aux entraînements. Les choix que je les fais par rapport à ce que je vois. Et en mon âme et conscience. Après, ils peuvent être bons, pas bons, on peut les commenter, les critiquer. Mais tout ce que je dis, c'est que je juge par rapport à ce que je vois et ce que je pense être le mieux pour l'équipe. C'est toujours l'équipe et le club qui est le plus important pour moi. C'est pas ma petite personne ou je ne sais quoi. Donc quand je fais une composée d'équipe, quand je fais un changement, c'est parce que je pense sur le moment que c'est le meilleur choix possible pour l'équipe, pour qu'elle soit la plus performante possible. C'est un peu ce que je vous avais dit aussi quand vous me posiez la question sur Memphis. Tu le piques pas. Non, et c'est pas piquer, c'est simplement on fait des choix pour rendre l'équipe la plus performante possible à un moment donné. Après, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Parfois ce sont des bons choix, parfois ce ne sont pas les bons. Ça, je conteste pas. Y a-t-il un problème de rythme en France? Y a-t-il un problème de calendrier, d'enchaînement de matchs? Bruno a pris l'exemple de l'Allemagne, Olivier, où des fois c'est différent, on arrive à décaler certains matchs pour s'adapter. Est-ce qu'en France, il faudrait qu'on soit un peu plus souple côté calendrier? C'est une bonne question. Alors après, c'est sûr que quand on est engagé dans plusieurs compétitions, qu'on joue tous les 3 jours, dès qu'il y a un petit coup de moins bien au niveau effectif, 2-3 blessures, on est tout de suite handicapé, on peut moins faire tourner aussi. C'est en tout cas ce qu'a voulu exprimer Bruno Genesio en conférence de presse ce matin.
De toute façon, je pense que c'est ça le problème. C'est l'enchaînement entre le jeudi et le dimanche. Les Allemands, qui ont toujours l'habitude d'être plus organisés et de réfléchir mieux que nous, j'ai vu que Dortmund avait joué lundi. Mais ils n'ont pas de Coupe de la Ligue, par exemple. Et ils n'ont pas de Coupe de la Ligue et ils ont 18 clubs. Et ils ont joué lundi. Voilà, j'ai juste ça à dire. Nous, on joue jeudi et on trouve le moyen, en plus, de nous faire jouer le dimanche à 17h parce qu'on met PSG-Marseille en même temps que Lyon-Saint-Etienne. Il faut m'expliquer. Voilà. Donc, et après, on nous reproche de ne pas jouer la Coupe d'Europe à fond. Donc, à un moment donné, les joueurs ne sont pas des robots. Hein. On a fait 13 matchs depuis la reprise au mois de janvier. On en a fait 8 à l'extérieur. Donc, je ne me plains pas. Je ne vais pas pleurer sur notre sort. On est bien payé. On fait un métier qu'on adore. C'est une passion. Mais il faut savoir quand même que quand on va en déplacement, on rentre très souvent vers 3 heures du matin. On ne s'endort pas. On se lève. On repart 2 jours après. Et qu'on laisse beaucoup de force. Mais plus de force dans la préparation et dans le mental que physique à la limite. Et donc, à un moment donné, on le paye. Et je pense que notre deuxième mi-temps, on l'a payé. On l'a payé et voilà, c'est comme ça. Mais après, à 1 minute près, gagner 1-0 ce match, ça aurait été parfait. Il a raison, Claude Bruno, sur l'enchaînement des matchs, le rythme, surtout quand l'équipe est jeune, que peut-être des fois le manque d'expérience Oui, certainement que si Bruno je lui laisse le soin de vérifier ce qu'il a dit, mais je pense qu'il l'a fait avant de le dire, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc certainement que si les Allemands l'ont fait, c'est qu'on pouvait le faire. Voilà, après, vous savez, c'est toujours le même problème. Je pense que c'est quand même bien de pouvoir jouer même des matchs rapprochés et de pouvoir jouer sur toutes les compétitions. Ça veut dire qu'on est performant. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et quand on est un grand club, il faut malheureusement s'adapter à cela. Et c'est ce que dit si bien Bruno, c'est que je crois qu'on ne peut pas se plaindre quand on fait ce métier-là. Mais c'est vrai que, encore une fois, je n'ai pas vérifié pourquoi les Allemands ont pu le faire et pas nous. Voilà, ouais. Je ne peux pas le vérifier. Mais s'il le dit, c'est qu'il a vérifié. Donc ça veut dire que c'est possible de gagner un jour. Voilà. Olivier, le mois de mars, ça commence jeudi et ça va s'enchaîner pour l'OL, surtout à l'extérieur et un peu loin. Eh oui, on parlait justement de ces déplacements. Effectivement, l'OL n'a pas été gâté non plus par les tirages au sort en Coupe de France, avec un nouveau déplacement donc à Caen. Ensuite, il y aura un déplacement à Montpellier en Ligue 1, un déplacement à Moscou en Ligue Europa. Il y aura ensuite 2 matchs à domicile. Et puis, on conclura le mois de mars par un déplacement périlleux sur le terrain de l'OM, très important également au classement. Donc c'est vrai qu'il y a une période de match, cette période d'enchaînement de match, elle n'est pas terminée. Il y a encore un bel enchaînement à venir. Mais effectivement, comme le dit Claude, si on est encore en Coupe de France et en Europa League, c'est qu'on a été performant jusqu'à présent. Et donc voilà, il faut pas pleurer non plus dans toutes les compétitions. C'est un plaisir aussi de pouvoir passer ces étapes-là et de pouvoir avancer dans ces compétitions. Et il fera un peu plus doux, je crois, à Moscou qu'en ce moment, parce qu'on est très contents. C'est cette vague Moscou-Paris, là, je ne sais plus comment il l'appelle. Marc, ça leur fera pas un changement comme ça. Oui, non, Marc, ça ira pas trop mal. Qu'est-ce que ça nous donne, Olivier, le Stade Malherbe de Caen, cette saison, en Ligue 1 et en Coupe, et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre jeudi ? On sait, les déplacements à Caen, c'est jamais évident. C'est une équipe accrocheuse, surtout à domicile. Une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts, mais qui n'en prend pas énormément non plus, qui est dur à bouger, qui est solide, qui met de l'impact. Une équipe qui n'est pas encore sauvée de la relégation, qui n'a que 4 points d'avance, si je ne me trompe pas, sur le barragiste. Tout à fait. Voilà. Qui est 3. Voilà, tout à fait. Comme l'OL, qui a eu un début de parcours à l'extérieur en Coupe de France, mais avec des équipes de niveau plutôt inférieur. Et une équipe de Caen qui n'est jamais allée en finale en demi-finale. En demi-finale de Coupe de France. Voilà, ça serait à nos dépenses, ça sera une première. Une première, donc c'est pas évident d'aller jouer ces matchs-là à l'extérieur. Il joue quelque chose. Il va y avoir une grosse ambiance, le public sera derrière son équipe. Donc, pas un super terrain, si on peut se permettre aussi là-bas. Donc attention aussi à nous, pas revenir forcément avec des blessés. Olivier, la dernière fois qu'on s'est déplacé là-bas, c'était en Ligue 1, on avait gagné. Ouais, victoire 2-1 en championnat. L'OL avait bien géré son déplacement à Caen. Ça n'a pas été toujours le cas ces dernières années. L'OL qui menait 2-0 dans cette rencontre qui s'était fait rejoindre en fin de match. Ouverture du score de Maxwell Cornet et un deuxième but signé Mariano. Et puis ensuite, Ivan Santini avait réduit le score pour Caen. Des déplacements pas faciles. À Caen, c'est toujours costaud. Oui, mais quand on arrive dans ces périodes, là, mars, avril, c'est des périodes où
qui sont des périodes charnières et c'est là que se jouent les championnats. Et comme malheureusement ou heureusement pour Lyon, on a la chance de pouvoir jouer sur tous les tableaux, bien évidemment que tout se joue là, maintenant. Maxwell Cornet, ça peut être notre homme fort jeudi. On sait qu'il marque beaucoup en coupe. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait plus trop vu, Maxwell. Ça peut être aussi une alternative pour Bruno. Il avait marqué à Nancy déjà lors du premier tour, début janvier. Oui. Il n'a pas joué le derby. Ouais. Il revenait d'un petit pépin physique. Donc ça peut être un effectivement un joueur qui apporte de la fraîcheur sur ce match-là. Ouais. La Coupe de France, comment on la voit de l'extérieur, notamment quand on est un joueur étranger, c'est une coupe qui a de l'importance, qu'on a envie d'aller décrocher? Mais la Coupe de France, c'est toujours quelque chose de particulier pour un joueur, même pour un entraîneur, on va dire. Mais puisque quand même que j'en parle un peu, je suis là au titre des entraîneurs. Donc, mais vous savez, moi je pense toujours quelque part, un entraîneur, c'est un petit peu un joueur frustré. Hein. Ça, c'est ma façon de penser, je pense, parce que ce métier, finalement, on l'aime parce qu'on y a joué. Enfin, moi, je pense, très sincèrement. Donc, moi, je pense que c'est vrai que quand c'est pas une équipe facile, qui va défendre chèrement sa peau, mais bon, je crois que l'équipe de Lyon est prévenue. Que représente la Coupe de France pour Marcelo, le joueur lyonnais? Eh bien, il a répondu ce matin en conférence de presse. A Copa da França é campeonato muito tradicional na França quels que soient les coupes, les championnats, moi je suis toujours partant. C'est important de disputer des titres. Je sais que la Coupe de France est une coupe traditionnelle en France. Il y a en tout cas un grand engouement, une grande motivation. Il faut y aller pas à pas, il faut avancer petit à petit. Pourquoi pas lever ce trophée en finale? Marcelo qui ne parle pas français mais qui est polyglotte, je crois qu'il parle au moins turc, allemand. Il parle anglais, allemand, portugais forcément. Oui, et turc je crois, après son passage au Beşiktaş, non? Ouais, c'est possible. C'est possible. Pas mal. Non, mais je sens qu'il parlera français avant la fin de l'année, je parie, elle est comme ça. Olivier, la dernière fois qu'on a gagné la Coupe de France, c'était en 2012. On a hâte peut-être aussi de soulever un nouveau trophée. Forcément, quand on est au stade des quarts de finale, on sent que le but est proche. On se souvient effectivement de cette Coupe de France remportée en 2012. Bruno Genesio était adjoint à l'époque de Rémi Garde. Claude, vous n'avez jamais disputé de finale de Coupe de France. Vous êtes passé tout proche. 3 demi-finales, si mes informations sont bonnes. 2 demi-finales. Avec Lille et avec Guignon. Avec Guignon, c'est ça? Ouais, Guignon, c'était des moments particuliers. Ça reste une petite frustration quand on arrive proche de la finale. C'est toujours pareil, quand on arrive au but, on touche le but de la finale et qu'on n'y va pas, c'est toujours un petit peu frustrant. Mais bon. Le programme de la Coupe de France, ça commence demain. Olivier, il y a des matchs pendant 3 jours. Ouais, avec quelques équipes de niveau inférieur qui poursuivent leurs rêves, avec des équipes de nationales, notamment les Herbiers qui accueillent le Racing Club de Lens, et puis Chambly qui recevra Strasbourg. Il y aura évidemment aussi le Classico entre le PSG et l'OM. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu d'ailleurs à Paris. Donc voilà, Caen et l'OL connaîtront leur possible adversaire en demi-finale avant le coup d'envoi. Paris, on a l'impression que ça peut être prenable hors finale, si on devait hériter de Paris, en se qualifiant bien sûr, c'est beaucoup de si. Ouais, je pense que Paris, évidemment, je crois que c'est Greg qui disait que finalement, tout à l'heure, quand on discutait avec les entraîneurs, que le championnat, malheureusement, on joue la 2e place dans ce championnat parce que Paris est peut-être un petit peu en dehors du coup, tellement il domine ce championnat. Mais bon, c'est vrai que c'est, encore une fois, je le dis comme tout à l'heure, c'est les périodes où tout peut arriver parce que c'est les périodes où il faut être bien. Et là, peut-être qu'on peut espérer un coup de mou chez les Parisiens. Paris qui a pris un coup déjà au moral avec l'absence de Neymar, qui s'est fait une entorse de la cheville et pas que le petit os du métatarse. Voilà, donc on ne sait pas quand il va revenir. Neymar, c'est compromis pour le Real Madrid. Allez, la 28e journée de Ligue 1 au Olivier, on va aller à Montpellier ce week-end. Eh oui, on l'a vu tout à l'heure, un nouveau déplacement donc, sur le terrain de Choc Montpellier qu'on a souvent rencontré cette saison, une équipe qu'on connaît bien, qu'on a joué en coupe également. Et puis l'adversaire de l'OL, Caen, recevra Strasbourg, match très important pour Caen aussi, après le match de coupe. Match très important dans la lutte pour le maintien. Et puis on suivra aussi les résultats de Monaco qui accueillera Bordeaux et de l'OM qui recevra Nantes. 3 qui reçoit Paris, 3 qui est 18e barragiste. On a toujours un œil, Claude, sur cette estaque.
Bien sûr, quand on a passé 10 ans dans un club, je crois qu'on ne peut pas l'oublier. En plus, encore une fois, peut-être que j'y serais toujours si je n'avais pas un petit peu de fierté mal placée, on va dire, ou je ne sais pas comment il faut le dire. Non, je crois que, bon, vous savez, Troyes a une chance aussi, hein, ils ont fait un bon match, je crois. J'avais regardé le match, notamment à Paris. Et encore une fois, on peut espérer que si Paris est vulnérable, c'est peut-être dans cette période-là. Oui, Strasbourg les a battus, Lyon également. Oui, en plus, ils ont un match capital. Je crois que c'est dans la semaine qui suit, non? Oui, le Real, là, tout à fait. Je verrais bien un petit résultat des Troyens. Vous dites fierté mal placée. Troyes vous a proposé de... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, je devais reprendre mon poste à l'issue de la saison. C'était prévu. Il y avait simplement les 2016, donc. Voilà, 2016. Donc, c'était prévu que je reprenne mon poste au centre de formation. On faisait un point à la fin de saison, mais le président n'a pas daigné attendre la fin de saison. Donc, je suis parti. D'accord. C'est compliqué aussi peut-être de faire un intérim à la tête des pros et de revenir au centre de formation? Non, pas du tout. C'était de jauger d'abord une part mes capacités, puis aussi de mener à bien un projet qu'on avait mené avec mes éducateurs au centre, un projet club, qui était la bonne occasion de le faire en prenant l'équipe. Donc d'ailleurs, ça s'est bien passé les premiers mois, même plutôt très bien, puisqu'on n'avait pas gagné un match et qu'on en a gagné un. Donc c'est que c'est pas mal. Et puis on s'était qualifié en coupe d'ailleurs. Et voilà, bon après, voilà, les aléas de ce métier fait que bon, voilà, je crois qu'il ne faut plus regarder dans le rétro. C'est comme pas avoir de regrets. Voilà, c'est comme quand on est en voiture. Pas regarder dans le rétro. Il faut être prévenu, c'est-à-dire que quand on rentre dans ce métier-là, on sait qu'il y a une grosse part d'incertitude, que ça peut bouger très vite. C'est pas évident de construire sa vie aussi avec sa vie de famille, où on sait qu'on risque de bouger d'une année sur l'autre, de déménager. Oui, bon, après, vous savez, on est habitué à cela déjà en tant que joueur, donc je pense qu'on... On prend une femme qui aime le foot, du coup. Je pense qu'il vaut mieux, je pense. Après, ma foi, libre à chacun. Hein. On a encore. Merci beaucoup, Olivier. Avec plaisir, bonne fin d'émission. Et oui, nous on part au salon avec Claude. Très bien. Allons-y. Tout va bien, Claude? Très bien. Bon. Est-ce que ça vous fait toujours plaisir de revenir à Lyon? Est-ce que c'est l'un des points d'ancrage un peu de votre carrière footballistique? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, quand on joue à Lyon, je crois que ça quelque part, ça marque une carrière. Et c'est vrai que moi, j'avais fait un passage d'une saison qui avait été très bonne à mon goût. Et encore une fois, peut-être pas celle des dirigeants, puisque ce club était condamné à remonter et on n'était pas monté. On avait d'ailleurs joué la première et la deuxième place toute la saison pour ne pas monter que le dernier match. On avait fait les barrages et puis ça s'était pas bien passé. Donc évidemment, Lyon, on reste encore plus maintenant. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé changer dans votre parcours, dans votre carrière de joueur avec du recul? C'est toujours plus facile de dire les choses après, ce que Bruno disait en conf après un match notamment. Oui, enfin, je pense que les choix de joueurs sont quand même celles d'entraîneurs. En fait, on en fait des choix, c'est déjà pas si mal. Donc après, je crois qu'il faut pas regretter, il ne faut pas revenir en arrière. Le destin a fait que c'était comme ça que ça devait se faire et ça s'est fait. Le rôle on parlait tout à l'heure de la carrière d'entraîneur, le rôle de joueur a évolué également depuis vos années 80. Ah oui, le rôle de joueur a énormément évolué. Je crois que maintenant les joueurs, encore une fois, je crois qu'il ne faut pas revenir sur le passé, mais puisque les époques, on les vit au jour le jour, ou année par année, ou saison par saison, comme on veut. Non, je crois que maintenant les joueurs, ils sont pas si irresponsables qu'on le dit. Je crois ce sont des garçons solides mentalement, alors qu'on aurait tendance à penser le contraire. Mais moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je pense que c'est des garçons qui sont solides pour arriver au haut niveau. Oui, et subir tout ce que ça entraîne. Subir cette pression et vivre avec les réseaux sociaux. Et je crois qu'il faut qu'ils soient très forts mentalement, parce que je crois que c'est un métier qui est de plus en plus difficile. On peut comprendre justement des fois que les jeunes footballeurs peuvent se faire prendre un peu dans les rouages de la communication, des réseaux sociaux, des pièges d'Internet un peu qu'on soit... Mais bien sûr, parce que vous savez, quand on a 18, 20 ans, qu'on joue à un haut niveau, si vous voulez, je crois qu'on gagne beaucoup d'argent. Voilà, on gagne de l'argent.
Je pense que c'est... Moi, encore une fois, je le redis, ils ne sont pas si irresponsables que ça. Ils sont plutôt, je dirais, forts. Voilà. Parce que, encore une fois, ils sont à l'affût de tout, ils sont épiés sans cesse. Ouais. Et même à leur insu parfois. C'était plus simple avant pour ça. Ah oui, bien plus simple. Je crois que nous... Enfin, moi, je sais pas, peut-être le même joueur que j'étais, peut-être j'aurais subi des... Enfin, j'aurais été surpris, quoi, hein, je crois. Les techniques de préparation des matchs ont changé. Désormais, on a des vidéos, on peut envoyer des gens voir les matchs, on analyse différemment l'équipe adverse. On a des entraîneurs spécifiques pour chaque poste. Est-ce que c'est mieux ? Bah, je crois que c'est l'évolution du métier de footballeur. Je crois qu'ils sont très assistés. Mais aussi, c'est presque, je dirais, obligé compte tenu de tout ce qu'il y a autour et de tout ce que vous parliez tout à l'heure, des réseaux sociaux. S'il n'y avait pas ça, je crois que c'est obligé qu'il y aurait encore plus de largesse, quoi. Vous m'avez parlé de Bruno, entraîneur. Parlez-moi de Bruno Genesio, l'homme derrière le Lyonnais qui a grandi à Lyon. Ouais. Bon, Bruno, c'était quelqu'un que j'ai connu, qui avait joué encore une fois les derniers matchs. J'avais eu la chance de jouer les derniers matchs de l'OL et on avait joué des barrages, je me rappelle. Il avait même joué, je crois, le dernier match à Montpellier. Ouais. On est allé escorter, je crois, ce match-là, c'était un match capital. Ouais. Et il avait joué, je crois. Oui, c'était un garçon très sérieux, Bruno. Il était, comme il est entraîneur, je crois, très simple, mais très précis. Il n'a pas changé ? Non, je ne le trouve pas. Il a une anecdote sur vous, il l'a confiée, très très drôle, là, oui, je me suis régalée. Il l'a confiée tout à l'heure à Cyril Collot. Le souvenir que j'ai, puisqu'on a joué ensemble, c'est qu'à un moment donné, Claude a eu des jumelles et qu'il avait énormément de mal à dormir. Donc il avait acheté, je crois, une caravane pour dormir dans son jardin et récupérer. Voilà, donc ça montrait qu'il était très professionnel. Et, voilà, non, mais en dehors de ça, non, je lui souhaite surtout de retrouver du travail, parce que c'est ce qui est le plus important quand on est passionné. Je sais que c'est quelqu'un de passionné, et voilà, surtout ça qui est le plus important. Cette histoire de caravane, c'est vrai donc ? Oui, c'est vrai, j'habitais Lantilly à l'époque. Oh, voilà, ouais. Lantilly, et c'est vrai que là, j'arrivais dans un club qui avait des grosses exigences. Oui. Et il fallait bien que je dorme, et j'avais eu des jumelles ici, qui sont nées à Lyon d'ailleurs. Oui. C'était compliqué d'être papa, mais alors deux d'un coup, c'était les premières. D'ailleurs, ça nous a bien calmés, hein, on n'a pas commencé. On n'a pas refait en... Non, oui, c'était une anecdote. C'est marrant qu'il ait ressorti ça, parce que je ne me rappelle pas d'en avoir parlé. Je n'étais pas quelqu'un de très disert. Il a dû le savoir. Bon, après, oui, il était dans le vestiaire, et puis oui, il a dû le savoir, parce que... Oui, c'était mais c'était des bons moments, finalement. Ouais. C'est la question qu'on pose souvent. Il y a plusieurs papas dans le vestiaire de l'OL. Il y a Anto Lopez, il y a Raphaël, il y a Marcelo, il y a Mathieu Gorgelin. La carrière prend une sorte de tournant quand on devient un père. Oui, bien évidemment, on a des responsabilités qui sont supérieures, mais je crois que ça aide aussi. La famille, elle compense beaucoup, elle équilibre. Et peut-être que parfois ça révèle des joueurs aussi. Hein, la vie de père peut aussi se retrouver renforcée quand on est un joueur. C'est important d'être encore plus entouré. Oui, je crois que... Hors foot ? Hors foot, je crois qu'encore une fois, ça fait partie. Le concubin ou la concubine sont maintenant incontournables dans la vie d'un joueur professionnel. Si on vient de l'étranger, à Lyon, et qu'on n'arrive pas, si notre femme ne se sent pas bien, si on est joueur de l'OL, ça ne matchera pas ? Bah évidemment, c'est plus difficile. Je crois qu'encore une fois, c'est un équilibre. C'est un équilibre à trouver. Et c'est vrai que ça peut être un facteur déterminant parfois chez certains. Est-ce que vous regardez beaucoup de matchs, Claude ? Est-ce que vous vous déplacez ? Est-ce que vous assistez à certaines rencontres ? Comment vous fonctionnez la semaine ? Dès que je peux, je vais voir des matchs. L'équipe la plus près de chez moi actuellement, c'est Sochaux. Donc je vais voir Sochaux parfois. Et dès que j'ai l'occasion, je vais voir les matchs. C'est un petit peu notre drogue, le football. Ouais. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas décrocher ? Disons que c'est quand justement on a la malchance de ne pas être en poste qu'on se rend compte de tout cela. Parce que quand on est dans ce métier, c'est comme dans tous les métiers je pense, on est pris dedans, quoi. Et puis encore plus parce que ce métier-là, on joue le week-end. Donc finalement on ne voit pas passer, on est dedans sans arrêt.
Et quand ça s'arrête, comme ça a été mon cas à mon âge, eh bien, ouais, ça fait un petit choc. Mais bon, après, on réagit vite. Pour toi, on doit en rêver presque à certains moments quand le contexte est compliqué, quand on n'en peut plus de l'enchaînement des matchs, de la pression des médias, la pression du club. On doit rêver d'avoir un jour entier où on ne parle pas de foot, où on vit un week-end du français lambda. Bah, pas tant que ça. Hein. Non. Quand on est dedans. C'est ce que je me dis, moi, des fois, j'ai l'impression que. Mais parce ils en auraient besoin. Ouais, on partage aussi beaucoup dans ce métier. On partage beaucoup, on partage les victoires, les émotions, les défaites. Et effectivement, je crois que c'est quand on a un coup d'arrêt comme nous, les entraîneurs actuellement, là ici à DMVE, qu'on se rend compte de finalement la chance d'être en poste. Vous gardez des contacts avec vos anciens joueurs? Vous avez des liens comme ça avec certains? Un petit peu, pas forcément. Pas forcément. Vous les laissez, Oui, maintenant, vous savez, les jeunes, en plus, moi j'étais donc directeur et responsable de centre pendant encore une fois 10 ans, même plus parce qu'avant j'étais aussi formateur, j'avais une équipe réserve. Et puis aussi, je considère que quand j'étais dans mon club amateur, je faisais autant de formations que je n'en fais en club pro, vous savez, quand on a ça dans le... Non, j'ai pas beaucoup de connexions. Souvent, on a plaisir à se revoir, mais bon, on se rencontre sur les terrains, etc. Ouais. On en reparle, mais bon, pas forcément. Est-ce qu'il y a un club qui vous attire, une région, peut-être une ville, qui vous donnerait peut-être envie d'être entraîneur là-bas? Non, vous savez, pour être entraîneur, on va n'importe où. Hein. Vous savez, nous, on est des globe-trotteurs. Pour entraîner et faire ou exercer notre passion, on irait n'importe où. N'importe où en France? Voilà, en France, ou pourquoi pas à l'étranger. Hein. Ouais. C'est toujours des expériences à vivre. On imagine, oui. Après, il y en a qui reviennent. Rudy Garcia fait l'expérience. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, dans notre promotion, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont été à l'étranger, qui sont relativement jeunes et qui reviennent et qui n'ont plus de club. Quoi. Et comment ils voient la Ligue 1 une fois qu'ils sont passés de l'autre côté de la frontière? Ouais, je pense je crois qu'ils se rendent compte de la chance qu'on a en France d'exercer notre métier. Plus en France qu'à l'étranger? Ouais, je pense que quand on peut exercer dans son pays, c'est quand même un luxe. Un luxe. On va aller jouer ensemble, Claude, parce que l'émission touche à ça. À son terme, je gonfle ma cible géante de fléchettes, mais on va jouer avec un ballon de foot. Ah oui, quand même. Ah bah oui. Oula. Enfin, j'ai des fléchettes, mais elles sont réservées uniquement aux blessés graves. Ça n'est pas votre cas. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Vous pourrez le dire après si vraiment le score est pas suffisant. Alors, pour l'instant, le record, c'est 250. Wow. On peut faire 300. Donc, c'est ici, le gros rond rouge, ça fait 100. Là, c'est 50. Et tous les grands chiffres, on les multiplie par 2 si on tombe là-dessus, par 3 si on tombe là-dessus. Et au milieu, les chiffres normaux. Voilà, attention. Hein. Donc, il faut que le ballon scratch, il est mou, il est en mousse. Alors, qui est-ce qui a le record? C'est l'ES Chaponneau. Ah bon? Club d'FSGT, oui, ils ont battu tout le monde. Voilà, attention, là. Je peux y aller là? Eh ben oui, quand vous voulez, Claude. Allez, pas mal, ça nous fait 13. 13 fois 2, 26. Ouais, pas terrible. Hop, deuxième essai. 10 fois 3, 30, on est à 56, c'est pas mal. Déjà, vous ne serez pas le plus nul. Même si personne n'est nul non plus. 14 fois 3. On garde en tête 56, je suis nulle en calcul mental, 42. 42 plus 56, on ne se laisse pas sur un 42, 98. Bon, ça va. Sympa. Ouais, oui. Dans la moyenne. Oui, même moyenne haute. La moyenne. Je vous enverrai le classement en fin de saison. Merci beaucoup, Claude, d'avoir été avec Merci nous. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir. Et nous, on vous retrouve quand donc? Eh bien, demain. Demain, mercredi, c'est Pierre Repellini qui sera notre invité toujours au sein de l'UNECATF. Bonne soirée, ciao.